Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. On parle d'une fusillade et d'une prise d'otage à l'intérieur du Bataclan. Je me suis dit, ça y est, on y est. Paris est la cible de multi-attentats terroristes. On parle de 3 explosions au Stade de France. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat. Il y a plusieurs dizaines de tués. C'est une horreur. Ça hurlait, c'était une panique générale et c'était horrible. Sur l'écran du téléphone. Et j'ai souvent pensé à cette maman inconnue. Vous savez que sa vie vient de basculer à cette pauvre femme, mais vous pouvez strictement rien faire. Vous ne pouvez pas prendre le téléphone et c'est pas possible. Et là, vous vous imaginez, parce que ces gens-là, ils avaient l'âge de mes enfants, quoi. Et ça, objectivement, vendredi 13, on n'a pas pu l'éviter et on a effectivement conscience de tout ça. C'est un sentiment, je pense que moi qui ne me quittera jamais, et je pense que tous les acteurs du contre-terrorisme ont de la même façon. « 13 novembre 2015. Une date que la France n'oubliera jamais. Sous un ciel ordinaire, alors que personne ne s'y attend, le pays bascule dans l'une des nuits les plus sombres de son histoire moderne. En seulement quelques heures, 130 innocents seront assassinés. Des familles brisées. On embrasse nos filles tous les jours, pèse sur du papier, voilà. On les pleure tous les jours. On n'arrive pas à avaler ça. On ne pourra jamais avaler ça. Et moi, plus ça va, plus j'ai de la haine. Moi, j'ai un trou dans mon ventre et puis il est pas comblé, quoi. J'arrive pas à l'imaginer, c'est tout. Des vies arrachées, une nation traumatisée. Ce soir-là, à Paris, les terrasses résonnent de rires, de discussions, de musique, puis soudain, les balles déchirent l'air. Courez! Barrez-vous, barrez-vous! Il y a des attentats, il y a des attentats! Un homme ouvre le feu sur des gens attablés, d'autres déclenchent leur ceinture d'explosifs, et au Bataclan, un concert se transforme en enfer. Les cris remplacent les applaudissements. Le chaos remplace la fête. Du sang partout, les gens sont tombés comme des mouches. C'était une vraie scène de guerre. J'avais l'impression d'être dans les tranchées. À ce moment précis, personne ne le sait encore. Mais derrière ces attaques coordonnées se cache un commando déterminé, organisé, entraîné, infiltré depuis plus d'1 an sur le sol européen. Et surtout un commando qui aurait pu être arrêté. En septembre 2014, le porte-parole officiel de l'État islamique, un Syrien, Abou Mohamed Al-Adnani, avait appelé publiquement dans un message audio les partisans de l'État islamique à frapper partout là où ils le pourraient. Et donc à partir de ces dates, il y a 1 an qui va s'écouler au cours desquels une succession de ratés, à la fois de services de police, de services de renseignement, mais aussi de l'Union européenne dans son ensemble, ont permis de mener à la tragédie des attentats du 13 novembre. Un commando qui a profité de failles, de retards, d'erreurs, d'informations mal transmises, de services débordés et d'une Europe totalement vulnérable face à une menace nouvelle. Car l'histoire de cette nuit commence bien avant Paris. Elle commence 1 an plus tôt, en Syrie, à Raqqa, là où l'État islamique décide de frapper l'Europe comme jamais auparavant.
Parce que la décision de l'État islamique de mener un attentat de masse en France a été prise en novembre 2014. C'est une décision stratégique qui intervient en haut lieu dans le premier cercle d'Abou Bakr al-Baghdadi, donc l'émir de l'État islamique. Et c'est une décision qui avait été rendue publique. Là où Abdelhamid Abaoud, un djihadiste belge radicalisé depuis longtemps, prend la tête d'un projet meurtrier qui traversera frontières, mers, services secrets, sans jamais être stoppé. Abdelhamid Abaoud est belge d'origine marocaine. Il grandit à Molenbeek, dans la banlieue de Bruxelles, et rejoint le djihad en Syrie en 2013. Il compte parmi ses amis d'enfance Mohamed Abrini ou encore Brahim et Salah Abdeslam, qui deviendront ses complices dans les attentats du 13 novembre. Maintenant, alhamdoulilah, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, on traque les murtad, les kuffars, ceux qui nous combattent, qui combattent l'islam. Pendant des mois, des allers-retours entre la Syrie, la Turquie, la Grèce, la Belgique et la France se succèdent. Des pistes existent, des noms circulent, des signalements sont envoyés, mais trop tard, trop lentement ou au mauvais endroit. Des téléphones retrouvés mais jamais analysés. Des suspects interrogés puis relâchés faute de preuves. Des fiches non synchronisées entre pays européens. Des agents du renseignement français qui, chaque matin, arrivent au bureau la boule au ventre, convaincus que ça va arriver, sans pouvoir dire quand. Je suis à mon domicile, je suis rentré d'une journée harassante à Dijon. D'ailleurs, dans le TGV de retour, avec un journaliste de l'opinion, je lui dis que ce que je crains le plus, c'est un acte majeur, ce jour même. Et pendant que l'Europe doute, hésite, cherche, l'État islamique avance. Et assemble progressivement le commando qui, le 13 novembre 2015, frappera le Stade de France, les terrasses de cafés parisiens et le Bataclan. Ce documentaire n'est pas là pour glorifier ces actes barbares. Jamais. Il est là pour comprendre, pour analyser, pour rendre hommage aux victimes, à leurs familles et à tous ceux qui ont survécu. Là, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, cours à la maison, va chercher ton matériel. Aide-les, vraiment, fais un truc pour te rendre utile. Ça sert à rien de paniquer. J'ai eu la force de le faire, donc j'ai couru chez moi, je suis revenue. Et là, en enjambant les corps, j'ai essayé de repérer ceux qui n'avaient personne pour les aider. Et là, j'ai commencé à traiter, avec l'aide d'autres civils, secouristes ou non, qui étaient avec nous. On a commencé à traiter blessure par blessure. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment l'État islamique a planifié une attaque de masse dès 2014. Comment la Belgique est devenue une base arrière stratégique pour la cellule du 13 novembre. Comment Abaoud, pourtant recherché, a traversé la Grèce et l'Europe sans être identifié. Comment un simple téléphone oublié aurait pu tout changer. Pourquoi les services étaient au bord de l'épuisement, incapables d'arrêter le pire. Et minute après minute, comment cette nuit a plongé Paris dans la tragédie. Et enfin, la traque, la chute du commando, et ce que l'Europe a changé ou n'a pas changé après cette tragédie. Bienvenue dans l'une des enquêtes les plus complexes de la décennie. Bienvenue dans l'histoire des failles, des erreurs, des rendez-vous manqués, et d'un commando qui aurait pu être stoppé. Chapitre 1. Les origines du projet. Comment tout commence. L'histoire du 13 novembre ne commence pas à Paris. Elle commence un an plus tôt, en Syrie. Nous sommes en novembre 2014. Alors que la France et plusieurs pays occidentaux s'engagent contre l'État islamique, le groupe terroriste, lui, prépare une riposte d'une ampleur inédite. À Raqqa, capitale autoproclamée du califat, le cercle rapproché d'Abou Bakr al-Baghdadi prend une décision stratégique.
frapper l'Europe, et frapper fort. Cette décision ne se fait pas dans le silence. 2 mois plus tôt, en septembre 2014, le porte-parole officiel de l'organisation, Abou Mohamed Al-Adnani, publie un message glaçant. Il appelle publiquement les partisans du groupe à attaquer là où vous le pouvez. Aucune cible n'est précisée. Aucune limite n'est donnée. L'objectif est clair, semer la peur, n'importe où, n'importe quand. Mais derrière ces appels, une opération plus structurée se met en place. Une cellule spécialisée dans la projection de djihadistes vers l'Europe est activée. Elle va entraîner, former et envoyer plusieurs groupes chargés de commettre des attaques coordonnées. Parmi ces hommes, l'un d'eux se démarque. Un Belge d'origine marocaine. Abdelhamid Abaoud. Il a grandi à Molenbeek. Il a fréquenté l'école avec ceux qui deviendront plus tard ses complices. Mohamed Abrini, Brahim et Salah Abdeslam. Dans sa jeunesse, Abaoud n'est pas un soldat. Il est un délinquant de rue, connu pour des vols, des arnaques, des petites affaires. Mais en 2013, il part en Syrie, et là-bas, tout change. Le cas d'Abaoud l'illustre très bien, hein. Il a dû faire au moins 2-3 allers-retours entre la Belgique et la Syrie. Il se radicalise, se bat, devient un cadre intermédiaire de l'organisation. Et rapidement, il rejoint le département chargé d'entraîner et de projeter les terroristes vers l'Europe. À partir de là, Abaoud n'est plus un simple combattant, c'est un coordinateur. Un homme chargé de structurer des cellules, de sélectionner des recrues, de les renvoyer en Europe et de superviser leurs opérations depuis la Syrie. Ce sont des djihadistes qui vont faire leurs preuves sur le terrain et qui vont se faire remarquer par la hiérarchie. On va le voir également avec leur intégration au sein du département de l'État islamique qui a en charge le recrutement, l'entraînement et la projection de djihadistes de la Syrie vers l'Europe. Abaoud, c'est le coordinateur opérationnel de la cellule des attentats du 13 novembre et de celle de Verviers avant celle-là. En gros, c'est la tête de pont en Europe de l'état-major des opérations extérieures de l'État islamique. Et c'est ici que l'histoire du 13 novembre commence vraiment. Quelques semaines après la décision stratégique prise par Daesh, les premiers signes apparaissent en Europe. En Belgique, les services de renseignement détectent 2 jeunes djihadistes revenus de Syrie. Ils surveillent leurs communications. Ils observent leurs déplacements. Très vite, ils comprennent. Ces 2 hommes font partie d'une cellule active, installée dans un appartement de Verviers. Cette cellule prépare une attaque. Même type d'opération, même type de commando, même logistique. Elle est en réalité une première répétition générale des attentats du 13 novembre. Les services belges détectent le retour en Syrie de 2 djihadistes belges. Ils les placent sur écoute, ils les surveillent et ils se rendent compte qu'ils font partie d'une cellule terroriste qui est domiciliée dans un appartement de Verviers. La cellule de Verviers, en fait, c'est la première cellule projetée par l'État islamique en Europe. Et c'est vraiment la cellule qui préfigure celle du 13 novembre. Au début de janvier 2015, les Belges identifient celui qui pilote ce groupe depuis l'étranger, Abdelhamid Abaoud. Il est localisé à Athènes, en Grèce. Et ils s'aperçoivent assez rapidement, début janvier 2015, que cette cellule est pilotée par un djihadiste belge qu'ils connaissent très bien, Abdelhamid Abaoud, qui opère depuis Athènes et qui chercherait à le rejoindre en faisant fabriquer de faux papiers. Le 14 janvier, les services belges alertent la police grecque. Il faut l'arrêter. Mais le lendemain, la Belgique, persuadée qu'une attaque est imminente, lance l'assaut sur l'appartement de Verviers. 2 djihadistes sont tués. Un 3e est arrêté. 56 000 habitants en plein cauchemar. Depuis 24 heures, les habitants ont appris que 3 djihadistes présumés avaient élu domicile ici depuis leur retour de Syrie. Verviers se retrouve au cœur d'un projet terroriste. Pendant ce temps, en Grèce, la police arrive sur la planque d'Abaoud, 3 jours trop tard. L'appartement est vide. Sur place, ils retrouvent des plans d'attaque, des schémas de fabrication d'explosifs,
et des documents qui ressemblent étrangement aux futurs attentats de Bruxelles en 2016. Ce que les policiers grecs découvrent dans cet appartement conspiratif où a vécu Abaoud pendant plusieurs semaines, c'est des plans d'attaque d'un aéroport qui ressemblent en tout point à l'attaque de l'aéroport de Zaventem qui aura lieu à Bruxelles après les attentats du 13 novembre. Et les autres plans, c'est des plans de fabrication d'explosifs. Alors on ne découvre pas déjà les plans des attentats du 13 novembre, c'est pas tout à fait ça, parce qu'aucun aéroport n'a été attaqué le 13 novembre, mais en tout cas des plans d'attaque qui sont déjà dans le cerveau d'Abaoud et qui font partie des plans de la cellule. Abaoud, lui, a disparu. Il retourne en Syrie, et quelques semaines plus tard, il donne une interview au magazine de propagande du groupe, revendiquant fièrement avoir échappé aux services européens. Pour lui, ce n'est qu'un début. Ce qui est intéressant de noter sur ce projet de Verviers, c'est qu'en fait, il sert un peu de répétition générale aux attentats du 13 novembre. C'est-à-dire, ils avaient prévu d'envoyer 10 commandos venus de Syrie, comme pour les attentats du 13 novembre. Ces commandos avaient utilisé la route des migrants pour s'infiltrer en Europe, comme plus tard les commandos du 13 novembre. Et ils avaient utilisé la Belgique comme base logistique, comme plus tard les attentats du 13 novembre. Pendant que la cellule de Verviers est démantelée, de nouveaux signes apparaissent. Et tous concernent les futurs auteurs du 13 novembre. Le cas Brahim et Salah Abdeslam. 2 semaines après l'affaire de Verviers, la police belge reçoit une information. Brahim Abdeslam serait allé en Syrie. Son frère Salah envisagerait de le rejoindre. Les noms des 2 frères sont associés à Abaoud. Mais à ce moment-là, rien n'est concret. Le 7 février 2015, Brahim revient de Turquie. Il est arrêté pour une simple infraction routière. Interrogé, il nie tout. Pas de Syrie, pas de radicalisation, rien. Il est relâché le jour même. Il est interrogé, les policiers belges lui demandent ce qu'il a été faire en Turquie, puisque c'est la seule trace qu'on a de son départ, c'est qu'il a pris l'avion pour la Turquie, mais ils ont l'information qu'il a probablement été en Syrie. Brahim Abdeslam nie, il dit absolument pas, j'ai été à Bodrum, à Istanbul, j'ai fait les bars à chicha et les magasins, je suis jamais allé en Syrie. Il est libéré le jour même sans aucune charge. Quelques jours plus tard, Salah est lui aussi interrogé. Même scénario, même déni, même résultat. On lui posait les mêmes questions, il dit absolument pas, j'ai aucune intention de faire le djihad. Abaoud était un vieil ami, mais je tolère pas ce qu'il fait. Pareil, libéré le jour même sans aucune charge. Dans le rapport final, un policier écrira même « Ne présente aucun signe de radicalisation ». À l'issue du procès verbal d'interrogatoire, le policier écrivait que Salah Abdeslam ne présente aucun signe de radicalisation. Et pourtant, ce sont eux qui, quelques mois plus tard, transporteront les terroristes du commando, loueront des planques et participeront directement à l'opération. Pire, un téléphone de Brahim est saisi, mais jamais analysé. Lorsqu'on l'examinera enfin en 2006, 1 an après les attentats, on découvrira une conversation directe avec Abaoud, évoquant son départ en Syrie et des objectifs très explicites. Ce téléphone aurait pu tout changer. Mais il est resté dans un tiroir, classé dans un dossier rouge, jamais consulté. Pendant ce temps, Abaoud décide de revenir en Europe. Et il choisit la voie la plus simple, la route migratoire entre la Turquie et la Grèce. À l'été 2015, l'Europe fait face à l'une des plus grandes crises migratoires de son histoire moderne. Des centaines de milliers de réfugiés arrivent sur les îles grecques. Les autorités sont débordées. Les contrôles sont rapides, parfois symboliques. Lorsque Abaoud arrive sur l'île de Kos, il est même photographié et enregistré. Son numéro d'enregistrement est le 65. Mais la police grecque n'a pas accès, ni aux fichiers d'Europol, ni au mandat d'arrêt européen, ni aux données biométriques partagées entre pays. Résultat, Abaoud traverse la frontière sans être identifié. Abdelhamid Abaoud est arrivé en juillet sur l'île de Chios en provenance de Turquie sur un bateau de migrants. Abaoud a été pris en photo à son arrivée en Europe. Il était enregistré sous le numéro 65. Mais malheureusement, la police aux frontières grecques n'avait pas les outils, ils n'étaient pas connectés au fichier d'information Schengen d'Europol qui permettait de recouper les mandats d'arrêt européens, car il était visé par un mandat d'arrêt, qui permettait de recouper les mandats d'arrêt avec des données biométriques. Et il n'est pas seul. Plusieurs membres du commando empruntent la même route. Certains échoueront leur mission,
comme Ayoub El-Kazani, chargé d'attaquer le Thalys, dont l'arme s'enraye avant d'être maîtrisée par les passagers. Ayoub El-Khazani accompagne Abaoud lors de sa traversée en Europe dans le flux des migrants et sera missionné dès son retour, donc dès leur arrivée à Bruxelles, pour une opération. On lui dit voilà, tu vas taper dans un train. Donc ce sera le Thalys. Au moment du passage à l'acte, son arme à feu s'enraye et donc il est ensuite maîtrisé par quelques passagers du train. Mais d'autres, eux, arrivent à Bruxelles et rejoignent la planque où, pendant des semaines, l'opération du 13 novembre sera préparée. Le 11 août 2015, un djihadiste français revient de Syrie. Il est arrêté et interrogé par le juge Marc Trévidic. Pendant son audition, il raconte son passage en Syrie, son entraînement, et surtout, qu'un homme nommé Abaoud lui a ordonné de frapper un concert de rock en France. Et voilà, j'ai passé quelques temps en Syrie et un certain Abdelhamid Abaoud m'a recruté et m'a formé à jeter des grenades, à tirer à la Kalachnikov et il m'a demandé de rentrer en France pour commettre un attentat contre un concert de rock. Le juge le dit publiquement, la question n'est pas de savoir si ça va arriver. La question est quand. Le juge d'ailleurs, le juge d'Arthur Trévidic donnera une interview quelques temps après dans Paris Match où il dit « La question n'est pas de savoir si ça va arriver, mais quand ça va arriver ». Mais à ce moment-là, personne ne sait où se trouve le commando. Personne ne sait que la cellule est déjà en Europe. Et surtout, personne ne sait que les hommes qui frapperont le Bataclan sont déjà prêts. À partir de septembre, la tension monte. Les services français sont persuadés qu'un attentat majeur est imminent. Ils n'ont pas de date, pas de cible précise, mais ils savent que Daesh prépare quelque chose de massif. J'ai prévenu que cette menace existait, que cette menace du groupe islamique. Ce soir, vous n'êtes donc pas surpris? Je suis pas surpris, j'aurais préféré avoir tort, mais en fait, ce que j'ai dit, c'est que c'est ce qu'on savait, les services le savaient. On m'a posé la question, j'ai préféré être honnête en disant qu'ils préparent un gros attentat, mais en fait, j'étais pas le seul à le savoir, beaucoup de gens le savaient. D'ici à pouvoir l'empêcher, c'est un autre problème. On raconte même que certains agents de la DGSI vomissaient en arrivant au travail le matin, tant la pression était immense. Les services de renseignement français sont sur les dents, ils sont quasiment certains qu'il va se passer quelque chose de grave. On m'a raconté des choses, il y avait des agents de la DGSI qui vomissaient en arrivant au bureau le matin, tellement ils étaient stressés parce qu'ils savaient que ça allait arriver. François Hollande décide alors d'étendre les frappes françaises en Syrie. Daesh a considérablement développé son emprise depuis près de 2 ans. Et c'est depuis la Syrie, nous en avons la preuve, que sont organisées des attaques contre plusieurs pays et notamment le nôtre. Des bombardements ont lieu sur des camps d'entraînement. Mais il est trop tard. Depuis le 7 août, Abaoud est déjà en Europe. Et pendant que la France bombarde la Syrie, le commando, lui, loue des voitures, des appartements, des planques. Il y a beaucoup de notes qui ont été déclassifiées de la DGSE qui dit, notamment au moment où on commence à bombarder la Syrie, qui dit qu'Abaoud se baladerait entre Deir ez-Zor et Mayadine en septembre 2015, alors qu'il est à Bruxelles depuis le 7 août. Il se prépare. Dans les jours qui précèdent l'attentat, un autre homme clé du groupe attire l'attention. Mohamed Abrini. Il est suspecté d'être parti en Syrie. Interrogé par les policiers belges qui lui demandent les raisons de ce départ et Abrini nie toute implication dans une organisation terroriste. Il nie également son passage en Syrie, il dit qu'il est en Turquie pour faire du tour. La police belge le met sous surveillance, mais uniquement l'entrée de son immeuble. Étant donné qu'ils n'ont pas assez d'éléments contre lui, ils ont l'autorisation de mettre son immeuble sous surveillance, mais juste l'entrée de l'immeuble. Et donc, ils voient à chaque fois que Abrini sort de l'immeuble, et à chaque fois qu'il rentre, on va le voir également rencontrer les frères Abdeslam, etc. Donc, juste avant le 13 novembre. Le 12 novembre, veille des attentats, Abrini disparaît. Le 13 novembre, à 5 h du matin, il réapparaît brièvement, puis disparaît définitivement. S'il avait été suivi physiquement, il aurait conduit directement les policiers à la planque de Charleroi, où le commando attendait l'heure de l'attaque.
Mais personne ne le suivait dehors. Personne ne savait où il allait. Le lendemain soir, Paris allait basculer. Chapitre 2. Le commando se met en mouvement. Vendredi 13 novembre 2015. Un jour comme les autres. Un jour où personne n'imagine ce qui va suivre. Depuis plusieurs jours, le commando est installé dans diverses planques en Belgique, principalement autour de Charleroi et de Molenbeek. Les voitures sont prêtes. Les ceintures explosives sont prêtes. Les fusils d'assaut sont prêts. Et chacun a reçu un rôle précis. Le plan est divisé en 3 équipes. Le commando du Stade de France, le commando des terrasses, le commando du Bataclan. 3 lieux, 3 objectifs, une seule soirée, 10 à 7 heures, 10 à 8 heures. Les équipes se préparent. Les 3 groupes quittent la Belgique au coucher du soleil. Dans l'une des voitures, on reconnaît Brahim Abdeslam, calme et silencieux. Dans une autre, des hommes écoutent de la musique comme s'ils voulaient masquer leur stress. Personne ne se doute qu'ils transportent les ceintures d'explosifs qui feront basculer la France dans l'horreur. Les véhicules passent la frontière française sans le moindre obstacle. Il n'y a pas de contrôle particulier, pas d'alerte, pas de signe particulier, juste une circulation ordinaire un vendredi soir. 21h16. Le match amical France-Allemagne vient de commencer depuis quelques minutes. 80 000 personnes sont dans le stade. La musique, les chants, l'ambiance sont partout. Et ce soir-là, j'étais pas tranquille. Quelque chose, le contexte faisait que, en fait, on n'était jamais tranquille. Devant l'entrée D, un homme tente de s'approcher. Il porte une ceinture explosive. Les agents de sécurité l'arrêtent à quelques mètres seulement des spectateurs. Il recule. Il déclenche son gilet. Première explosion, une boule de feu, des cris, une secousse que tout le stade ressent. Personne ne comprend encore ce qui se passe. Dans les tribunes, certains pensent à un pétard, un problème électrique, une installation pyrotechnique. Quand il y a eu la première explosion dans le stade, j'ai pensé que c'était un pétard, style pétard agricole. Mais en fait, assez simultanément, j'ai reçu un premier appel du centre opérationnel qui me disait il y a une fusillade dans Paris. C'est là que j'ai décidé de sortir du stade. Mais au même moment, dans l'oreillette des agents, explosion, porte D, suspect kamikaze. 21h20. 4 minutes plus tard, un deuxième terroriste s'approche d'une autre entrée. Même scénario. Il ne parvient pas à entrer. Il se fait exploser. À l'extérieur du stade, il n'y a absolument personne. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Et là, juste devant moi, à quelques mètres, il y a une jambe. J'avance vers le reste du corps et sous le t-shirt, il y a des fils électriques qui sortent. Vous passez d'une espèce d'interrogation à une absolue certitude que celui qui est en face de vous, il s'est fait sauter. Le président français, venu assister au match, est évacué en urgence. Des hélicoptères tournent déjà au-dessus du stade. 21h53. Un troisième kamikaze déclenche sa bombe dans un fast-food à proximité. Il n'y a aucune victime autour de lui. Mais l'objectif est atteint. Créer la confusion, multiplier les fronts, disperser les forces de sécurité. Pendant que la France regarde vers Saint-Denis, le cœur de Paris s'apprête à basculer. Quelques minutes après la première explosion du Stade de France, un autre groupe se met en mouvement. Ils se déplacent en voiture noire. À leur bord, 3 hommes armés de Kalachnikov. Leur cible, des terrasses de café et de restaurants, des lieux de vie, des endroits ouverts où les gens sont vulnérables. 21h25. Paris, 10e arrondissement. Rue Bichat. Les premières rafales retentissent. Les balles traversent les vitres, les tables, les chaises. Des familles, des amis, des couples partagent un repas. En quelques secondes, tout vole en éclats. Des cris appellent au secours. L'odeur de poudre flotte dans l'air. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat. Comment ça s'est passé?
Les terroristes ne s'attardent jamais plus de quelques dizaines de secondes. Ils tirent. Ils repartent. Ils roulent vers un autre lieu. Quelques minutes plus tard, rue de la Fontaine au Roi, nouveau massacre. Des gens courent, crient, s'abritent sous les tables. Certains ne comprennent même pas ce qui est en train de se passer. 21h32, rue de Charonne. Une autre terrasse. Une autre rafale. La scène se répète. Toujours la même stratégie. Frapper vite, frapper fort et repartir. En moins d'un quart d'heure, Paris bascule dans le chaos. Bon, ça tire, recule. Pas prendre une balle perdue, vous. Je les vois, ils sont devant. Qu'est-ce qui tire? C'est un attentat, tu crois? Ça tire à la calache, non? Quand vous êtes confronté à ce qui s'est passé sur les terrasses, pour les premiers intervenants, c'est terrible. Vous avez les familles, les amis, le public qui est là, et qui vous dit il faut vous occuper, c'est ma sœur, c'est mon mari, c'est mon frère. Bon, et vous êtes forcément déchiré, parce que si vous voyez que la sœur, c'est fichu, il n'y a rien à faire, elle est déjà morte ou elle va mourir dans la minute qui va suivre, il faut pouvoir dire dans les yeux, monsieur ou madame, votre mari ou votre femme ou votre fille, je ne peux plus rien faire pour elle. Et humainement, ça, c'est vraiment compliqué, quoi. Et vous le portez pour le restant de vos jours. De l'aveu même des policiers, ils sont abasourdis par ce qui vient de se passer. Ils n'ont pas de consignes, ils essayent de sécuriser au maximum, de rassurer les habitants en leur disant « mettez-vous à l'abri, restez chez vous ». Et tout le monde est sur ses gardes aussi ici ce soir encore à Paris, dans la mesure où on ne sait pas combien de terroristes ont agi et combien sont encore en liberté dans les rues de Paris. Des dizaines de victimes. Des centaines de témoins traumatisés, les sirènes résonnent partout. La police tente de comprendre où sont les tireurs, mais les appels d'urgence affluent de tous les côtés. Et pendant que ces attaques terrorisent la ville, le pire s'apprête à commencer. 21h40 devant la salle. Un concert de rock est en cours. Il y avait une super ambiance, la salle était pleine, ça dansait, ça chantait, enfin c'était un bon concert. Très bon concert. 1500 personnes profitent de la soirée. L'ambiance est légère. Personne ne s'imagine qu'en quelques secondes, tout va basculer. 3 hommes descendent d'une voiture. Ils portent des kalachnikovs, des munitions, des ceintures explosives. Ils avancent calmement vers les portes du Bataclan. 21h42. Ils entrent. Les premières balles claquent. Les musiciens s'arrêtent. Puis, les cris envahissent la salle. C'était horrible. Les terroristes tirent sans distinction, sans pause, sur la foule compacte. Les spectateurs tentent de se cacher, de ramper, de s'allonger sous les corps pour faire semblant d'être morts. Les morts s'accumulent. Les survivants tremblent. On entend les sanglots, les appels à l'aide, les chuchotements paniqués. Dans les loges au-dessus de la scène, un employé appelle la police. Il tire encore. Il tire encore. 22h, la prise d'otage commence. Une partie des survivants est retenue dans la fosse. Les terroristes crient, menacent, tirent encore. Le premier qui bouge et qui fait pas ce que je dis, je lui mets une balle dans la tête. Est-ce que c'est clair? Vous voulez un exemple? C'est clair? Celui qui essaie d'éteindre le justicier, je le tue. Est-ce que c'est compris? Je ne le répète pas deux fois. Vous en prendrez à votre gouvernement français. D'accord? Qui a envoyé leurs troupes dans les pays des musulmans. Assieds-toi, toi. Avec des bombes et des missiles qui tuent des femmes et des enfants sans distinction. Aujourd'hui, l'heure de la revanche est arrivée. Comme ils font, on leur fait. C'est exactement ça. Ils attendent l'assaut. Ils veulent faire durer. Ils veulent que l'horreur continue le plus longtemps possible. Dans la rue, le BRI, le RAID, la police nationale se positionne. Les forces spéciales se préparent. Mais la situation est quasiment ingérable.
L'information qu'on a, pour résumer, c'est qu'il y a eu une attaque terroriste, qu'il y a beaucoup de morts. On ne sait pas quelle est la situation à l'intérieur et surtout on ne sait pas s'il y a encore ou pas des terroristes et si oui ou non ils ont laissé des engins explosifs. Et donc on doit progresser dans ces conditions-là. Tout Paris est en état de siège. Pendant ce temps, les appels explosent au standard du SAMU et de la police. Les radios ne cessent de grésiller. Les adresses s'enchaînent. Les notifications tombent les unes après les autres. Les enquêteurs savent déjà que plusieurs attaques ont lieu simultanément, mais ils n'arrivent pas à déterminer combien de tireurs, combien de lieux, combien d'équipes. Le chef des opérations du raid dira plus tard. C'était la guerre. Il fallait agir sans savoir. Sachant qu'il n'y a pas de prise sur la négociation et qu'on ne progresse pas, j'ai le sentiment, et j'ai toujours le sentiment maintenant, que la moins mauvaise solution c'était de passer à l'assaut. À 22h20, les forces spéciales entrent en action. Les échanges de tirs durent plusieurs minutes. Des otages sont évacués. Certains sortent indemnes, d'autres grièvement blessés. D'autres encore ne reviendront jamais. Les terroristes du Bataclan se retranchent dans une petite salle avec les derniers otages. Je pense que clairement, c'était pas du tout prévu qu'ils nous prennent en otage. Ils se retrouvent donc avec une dizaine de personnes sur les bras et là commence l'impro. Ils hurlent, menacent, tirent encore. Puis, l'assaut final est lancé. Une explosion retentit, les forces du BRI avancent. Les terroristes sont neutralisés. La nuit de Paris est silencieuse. Mais c'est un faux silence. Un silence qui cache un traumatisme profond. Dans tout le pays, les gens se réveillent dans la peur. Les chaînes d'information tournent en boucle. Les réseaux sociaux se saturent. Les familles cherchent des nouvelles. Les hôpitaux se mobilisent. La France vient de vivre l'une des pires attaques terroristes de son histoire. Et pourtant, tout cela n'est que la partie visible de l'iceberg. Car les jours suivants, une question obsède les enquêteurs, les journalistes, les familles, les survivants. Comment ce commando a-t-il pu traverser l'Europe? Comment a-t-il pu agir aussi librement? Comment a-t-il pu échapper à autant d'occasions d'être arrêté? La suite de la vidéo répond justement à ces questions. Chapitre 3 avant le drame, une menace complexe, difficile à enrayer. L'histoire du 13 novembre n'est pas seulement celle d'un commando déterminé. C'est aussi l'histoire d'une Europe confrontée, pour la première fois, à une menace totalement nouvelle. Une menace difficile à détecter, difficile à comprendre, difficile à anticiper. Car entre 2014 et 2015, les services européens font face à 3 phénomènes simultanés. Des départs massifs de jeunes vers la Syrie, des retours imprévisibles, et une organisation terroriste devenue experte dans l'art de brouiller les pistes. Fin 2014. La décision à Raqqa. L'État islamique décide de frapper l'Europe. C'est une stratégie publique, annoncée par ses porte-paroles. Les intentions sont connues, mais pas leurs plans, pas leurs équipes, pas leurs mouvements. À cette même période, des centaines d'individus quittent chaque semaine la Syrie pour revenir en Europe. Certains reviennent pour fuir Daesh. D'autres reviennent blessés. D'autres encore reviennent pour raisons personnelles. Impossible de savoir, à ce moment-là, qui représente une menace réelle et qui revient simplement pour sortir de l'enfer syrien. Dans ce chaos, un homme commence à se distinguer dans les radars. Abdelhamid Abaoud. Mais les enquêteurs découvrent en même temps que les individus liés à Daesh ne fonctionnent plus comme avant. Ils changent de planque. Ils utilisent des téléphones jetables. Ils se déplacent par étapes. Ils disparaissent puis réapparaissent ailleurs. La menace devient fragmentée, mobile, instable. Les enquêteurs le diront plus tard. Chaque fois qu'on pensait comprendre, ils changeaient de méthode. Début 2015, les services européens sont face à un phénomène jamais vu. Les échanges entre pays ne sont pas encore automatisés et les systèmes d'information européens ne sont pas synchronisés. C'est une période où les services doivent faire des choix difficiles
parfois avec très peu d'éléments, dans une masse gigantesque de signalements. Début 2015, la Grèce voit arriver des centaines de milliers de personnes fuyant la guerre. Les autorités doivent enregistrer, identifier, secourir, loger, parfois plus de 10 000 personnes en une seule journée. Certains terroristes utilisent cette situation pour se fondre dans la foule. Ils arrivent en Europe sans se faire remarquer. Pas parce que la police ne fait rien, mais parce que le volume est humainement impossible à gérer. Les fiches européennes, à l'époque, ne sont pas toutes reliées entre elles. Certaines bases de données ne communiquent pas. Les documents ne sont pas automatiquement transmis entre États. Le terrain est saturé. Les frontières débordent. Et dans cette complexité, certains individus passent entre les mailles du filet. Entre septembre et novembre 2015, les renseignements européens savent qu'un projet existe. Ils savent qu'un groupe veut frapper. Ils savent que Daesh multiplie les équipes. Mais il manque de points d'ancrage. Il n'y a pas de date, pas de lieu, pas d'équipe clairement identifiée. En réalité, personne ne peut imaginer à ce moment-là que les terroristes se cachent en Belgique, qu'ils se déplacent en voiture, qu'ils préparent des armes dans des appartements ordinaires et qu'ils s'apprêtent à agir en 3 groupes coordonnés. Les services observent, surveillent, analysent, mais la menace se décompose, se recompose, échappe. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un manque de travail. C'est la réalité d'une époque où l'Europe découvre un mode opératoire nouveau, beaucoup plus fluide, beaucoup plus clandestin, qui dépasse les outils de l'époque. Chapitre 4. Les premières heures après l'attentat, chaos, urgence et course contre la montre. Lorsque les tirs cessent et que les explosions ne résonnent plus, Paris n'est plus la même ville. La fête s'est éteinte, remplacée par un silence lourd, coupé seulement par les sirènes et les appels au secours. Dans les minutes qui suivent les attaques, une immense vague d'incertitude submerge la capitale. Quel qu'il soit, c'est qui est le terroriste? Est-ce qu'il était seul? Est-ce qu'il était plusieurs? Est-ce qu'il y a des complices à l'extérieur? C'est quand même le sujet numéro 1. Personne ne sait combien ils sont. Personne ne sait s'il y aura une seconde vague. Personne ne sait si le pire est passé ou s'il commence. À la préfecture, à l'Élysée, dans les commissariats, une seule question tourne en boucle. Qui a frappé? Et où sont-ils maintenant? La France plonge dans l'état d'urgence. Peu avant minuit, les autorités activent un protocole que la France n'avait pas mobilisé depuis des décennies, l'état d'urgence. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. Les frontières sont renforcées, les rues se vidant. Les forces de l'ordre sont redéployées sur tout le territoire. Une crise d'une ampleur inédite est en train de se mettre en place, minute après minute. Les secours se battent contre le temps. Les hôpitaux de Paris déclenchent le plan blanc, un dispositif exceptionnel utilisé seulement lors de catastrophes majeures. Des chirurgiens sont rappelés d'urgence. Des salles d'opération sont ouvertes en pleine nuit. Des ambulances circulent sans arrêt entre les scènes d'attaque et les centres hospitaliers. Certains médecins parleront plus tard d'une nuit hors du monde, où chaque minute sauvait ou condamnait une vie. Les premières identifications commencent. Dans les commissariats, les enquêteurs se retrouvent face à des scènes complexes. Explosifs sur place, véhicules abandonnés, papiers retrouvés, téléphones brisés, empreintes partielles. Mais dans ce chaos, un premier nom émerge très vite. Salah Abdeslam. Tout ça va effectivement permettre d'identifier l'origine belge des commandos, permettre de mettre en lumière le rôle de Salah Abdeslam, et ça va nous amener très vite à développer des actions de coopération internationale pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et de mettre la main sur Salah Abdeslam. Puis un deuxième, puis un troisième. À mesure que les corps des assaillants sont retrouvés, les services de renseignement recoupent, analysent, vérifient, et ce qu'ils découvrent glace le sang. Plusieurs d'entre eux étaient connus. Certains avaient déjà été contrôlés. D'autres avaient même déjà été interrogés par le passé. Ce constat, les enquêteurs ne le formulent pas comme une accusation, mais comme une réalité brutale. Les cellules dormantes s'étaient réveillées.
L'Europe en alerte maximale. Dès les premières heures, la France contacte la Belgique, puis l'Allemagne, puis la Grèce, puis tous les pays européens liés au signalement des semaines précédentes. Et très vite, un fait majeur apparaît. Une partie du commando n'a pas été identifiée sur place. Certains assaillants manquent à l'appel, ce qui signifie une seule chose. Un ou des terroristes sont en fuite. Les services découvrent les premières incohérences. Les échanges entre États européens commencent à révéler un puzzle inquiétant. Des signalements faits en Belgique, mais jamais apparus dans les bases françaises. Des individus contrôlés en Grèce sans recoupement immédiat avec les bases de données antiterroristes. Des allers-retours suspects passés entre la Belgique et la Syrie. Et plusieurs identités qui correspondent à de faux papiers utilisés depuis des mois. Personne n'accuse personne. Mais tout le monde comprend la même chose. L'Europe n'a jamais été prête à gérer un réseau aussi organisé, aussi mobile et aussi déterminé. Une tension extrême chez les enquêteurs. Dans les bureaux de la DGSI, de la PJ et du renseignement belge, les équipes enchaînent des heures sans sommeil. Des analystes relisent des centaines de notes. Des experts vérifient les dossiers des frères Abdeslam. D'autres remontent les activités d'Abdelhamid Abaoud à partir d'écoutes et de fichiers non encore exploités. Cette nuit-là, un enquêteur français dira « On avait l'impression de courir après un fantôme. Un fantôme qui semble s'être volatilisé après le carnage. Une certitude apparaît, l'un d'eux s'est échappé. Au petit matin, une conclusion s'impose. Le commando n'est pas entièrement neutralisé. Il reste au moins un survivant. Un homme qui a participé de près ou de loin aux attaques. Un homme qui connaît les caches. Un homme qui connaît les trajets. Un homme qui sait comment éviter les contrôles. Un homme que les services croient reconnaître. Salah Abdeslam. À partir de cet instant, une course contre la montre s'engage. Paris pense ses plaies. Les familles cherchent des nouvelles. La nation se rassemble dans la douleur. Et les enquêteurs, eux, se lancent dans l'une des traques les plus intenses de l'histoire récente de l'Europe. Chapitre 5. La traque. L'Europe mobilisée, un réseau qui vacille. Au lendemain du 13 novembre, une certitude glace les autorités françaises. Au moins un membre du commando est encore vivant. Son nom circule rapidement parmi les services antiterroristes. Salah Abdeslam, l'un des logisticiens du groupe, l'un de ceux qui ont circulé, transporté, conduit. L'un de ceux qui, cette nuit-là, n'a pas déclenché sa ceinture. Salah Abdeslam a toujours affirmé qu'il avait renoncé à se faire exploser ce soir-là, qu'il était rentré dans un café dans le 18e arrondissement. Il dit qu'il a vu des jeunes et qu'il a renoncé à se faire exploser dans ce bar et qu'ensuite il a abandonné sa ceinture. Mais comme sa ceinture ne fonctionnait pas, on ne saura jamais si c'était une stratégie de défense ou la réalité. Et désormais, il est en fuite. La Belgique devient l'épicentre de l'enquête. Très vite, les services français et belges comprennent que la clé du mystère se trouve à Bruxelles, dans plusieurs communes où le groupe a circulé depuis des mois. Les enquêteurs recoupent des locations, des véhicules, des téléphones éteints puis rallumés à des heures précises, des déplacements nocturnes, et surtout, des rendez-vous répétés entre plusieurs figures gravitant autour d'Abdelhamid Abaoud. Peu à peu, l'Europe découvre l'existence d'un réseau structuré, mobilisant appartements conspiratifs, faux papiers, véhicules loués et caches répartis sur plusieurs villes. Les premières failles du commando apparaissent. Pendant les jours qui suivent, plusieurs indices refont surface. Un véhicule stationné près du Bataclan contenant des armes et des téléphones. Des traces ADN remontant à des individus déjà repérés auparavant, des appels passés dans la précipitation au cours de la nuit, et l'exfiltration de Salah Abdeslam, qui a franchi la frontière quelques heures après les attaques. Il dit je suis en galère, j'ai un accident de voiture, venez me chercher en voiture. Ses deux amis prennent leur voiture, ils fument des joints pendant tout le trajet, ils arrivent à Paris, ils viennent chercher Salah Abdeslam monte dans la voiture et ils repartent vers Bruxelles. Les enquêteurs reconstituent minute après minute son trajet. Et très vite, l'étau commence à se resserrer. Charleroi, Schaerbeek, Molenbeek, un triangle stratégique. 3 quartiers, 3 points cardinaux du réseau. Charleroi. La voiture utilisée par le commando est retracée jusqu'à un garage. Des fragments d'ADN sont identifiés. Le puzzle prend forme. Schaerbeek.
Dans un appartement discret, les enquêteurs découvrent du matériel révélant une activité intense, explosifs, traces de maquillage chimique, vêtements, résidus laissant penser à des préparations longues et méthodiques. Molenbeek, le quartier où plusieurs protagonistes ont grandi, un territoire que certains connaissent par cœur, un environnement où ils ont pu se déplacer plus facilement. Ces 3 lieux, mis bout à bout, dessinent la carte logistique du commando. Un nom revient sans cesse, Abdelhamid Abaoud. Pendant que les enquêteurs avancent, un nom devient central. Abaoud, considéré comme le coordinateur opérationnel. Mais une question obsède les services. Où est-il? S'est-il enfui? S'est-il caché? A-t-il quitté le pays? Les hypothèses s'accumulent. Jusqu'à ce qu'un renseignement change tout. Plusieurs jours après les attaques, une jeune femme contacte les autorités françaises. Elle déclare reconnaître le commando dans des photos diffusées publiquement. Elle reconnaît aussi Abaoud, qu'elle affirme avoir aperçu en France. C'est un appel qui est passé le 16 novembre aux alentours de 14h. Allô? Quand le témoignage arrive, on a quelque chose qui nous semble étonnant, mais digne d'intérêt, parce qu'on nous parle d'Abaoud. Quand les enquêteurs entendent le nom d'Abaoud, tout d'abord ils n'y croient pas. Ils pensent qu'il est strictement impossible qu'Abaoud soit à Paris, car Abaoud à ce moment-là est le djihadiste européen le plus recherché du continent. Mais il y a un élément qui va tout de suite faire tilt pour les enquêteurs, c'est qu'elle leur explique qu'Abaoud portait des baskets rouges. Et ça fait immédiatement écho aux baskets rouges qu'on voit au pied d'Abaoud sur les images de la RATP. Et donc à partir de ce moment-là, les enquêteurs prennent au sérieux le témoignage de Sonia et décident de mettre en place un dispositif pour localiser et neutraliser Abaoud. Cette révélation bouleverse l'enquête. On croyait Abaoud reparti en Belgique, on pensait qu'il s'était volatilisé. Mais selon ce témoignage, il serait encore sur le territoire français. Les services resserrent alors leurs investigations autour de plusieurs potentiels points de chute. La convergence vers Saint-Denis. Grâce à des recoupements téléphoniques et à une surveillance renforcée, les enquêteurs identifient plusieurs individus ayant un lien direct avec le commando. L'un des appartements surveillés se trouve à Saint-Denis, à quelques centaines de mètres de la basilique. Les jours passent. Les informations se croisent. Le doute diminue. Et finalement, les services estiment que plusieurs membres du réseau, peut-être même Abaoud lui-même, se cachent dans cet immeuble. L'heure n'est plus à l'analyse. L'heure est à l'intervention. Habituellement, lorsque l'on sollicite le raid, on leur donne en général un dossier qui est beaucoup plus fourni que ça, avec des repérages, de la porte, de la serrure. Mais enfin là, on a assez peu de choses. Donc on se quitte vers 2h du matin et on se donne rendez-vous à 4h à Saint-Denis. L'assaut de Saint-Denis, la fin d'une cavale. Le 18 novembre, au petit matin, plus de 100 policiers du RAD encerclent l'immeuble. Ils ne savent pas combien ils sont. Ils ne savent pas comment ils sont armés. Mais ils savent que ces individus représentent une menace extrême. L'assaut dure plusieurs heures. Vers 4h20 du matin, le raid se prépare à donner l'assaut. Ils vont monter une colonne et rentrer dans l'appartement avec un plan qui aura été assez simple, mais par lequel il faut passer. C'est qu'il y a une porte, donc cette porte, il faut la faire exploser. Le problème, c'est que la porte, elle ne va pas exploser, alors qu'en réalité, elle n'est pas blindée. Et ça va complètement modifier les choses. Et à partir de ce moment-là, la stratégie, elle va consister, comme on dit, à saturer l'espace. C'est un déluge de feu. Il y a plus de 1000 cartouches qui sont tirées par les hommes du raid, seulement une dizaine par les terroristes. Et un peu après 5h du matin, Shakib Akrou, donc le complice d'Abaoud, déclenche sa ceinture explosive.
L'explosion du gilet, il va entraîner la mort d'Abdelhamid Baoud, qui va être en réalité polycriblé. Et puis l'explosion va avoir un deuxième effet, c'est qu'elle va entraîner l'effondrement du plancher de l'appartement. Donc Asna Iboulassem va tomber et elle va mourir en réalité étouffée, asphyxiée, sous les gravats de l'appartement qui lui est tombé dessus. Voilà en réalité comment les choses se terminent. Mais l'enquête n'est pas terminée. Il manque encore un maillon majeur du puzzle, Salah Abdeslam. La traque se poursuit. Les mois passent. Les services belges poursuivent les filatures, les surveillances, les écoutes, les perquisitions. Des complices sont arrêtés. Des appartements sont fouillés. Des caches sont découvertes. Puis, enfin, après plus de 4 mois de cavale, le 18 mars 2016, Salah Abdeslam est retrouvé dans une maison située à Molenbeek. L'opération est rapide. Il est blessé, puis arrêté. La cavale du dernier membre du commando prend fin, une étape clé mais pas la conclusion. L'arrestation d'Abdeslam marque un tournant. Mais ce n'est pas la fin du dossier. Les juges, enquêteurs, avocats, experts et familles des victimes devront encore attendre plusieurs années pour voir émerger la vérité complète. Car comprendre ce qui a mené au 13 novembre nécessite de remonter chaque piste, recouper chaque donnée, analyser chaque silence administratif et examiner chaque faille avec rigueur. Chapitre 6. Le procès, la dernière voie du commando et la prise de conscience d'un pays. Après la traque, après les arrestations, après les nuits de doute et les mois d'enquête, un nom reste au centre de toutes les attentes. Salah Abdeslam, le dernier survivant du commando du 13 novembre. Celui qui n'a pas déclenché sa ceinture explosive. Celui qui a fui. Celui qui, pendant des mois, est devenu le symbole d'une cavale insaisissable à travers l'Europe. Et désormais, celui qui va devoir répondre devant la justice. Un procès historique. En septembre 2021, 6 ans après les attaques, s'ouvre à Paris l'un des plus grands procès antiterroristes jamais organisés en France. Une salle construite spécialement, des centaines de journalistes, des avocats venus de toute l'Europe et surtout, des familles de victimes, des survivants, des témoins, des anonymes, qui, depuis des années, portent en silence les cicatrices de cette nuit. Ce n'est pas un procès comme les autres. C'est une mémoire collective qui se rassemble, un pays qui se confronte à sa propre douleur, et un survivant du commando qui, pour la première fois, doit répondre à la justice. Le rôle d'Abdeslam face à la cour, pendant des mois, Salah Abdeslam parle, se tait, revient sur ses versions, se contredit, affirme, puis se rétracte. Les experts psychiatres, les enquêteurs, les survivants, se succèdent à la barre. Certains cherchent à comprendre, d'autres cherchent à témoigner. Personne ne cherche à glorifier. Tout le monde veut des réponses, même si certaines ne viendront jamais. La question revient comme un écho, à chaque audience. Pourquoi ? Pourquoi cette nuit ? Pourquoi ce choix ? Pourquoi tant de vies brisées ? Mais face au vide de certaines réponses, c'est la parole des victimes qui devient centrale. Dans cette salle, on entend des vies interrompues, des familles détruites, des survivants meurtris, des voix qui tremblent, des voix qui se brisent, des voix qui, parfois, ne peuvent même pas terminer leurs phrases. Mais toutes ces voix disent la même chose. Nous voulons comprendre pour pouvoir avancer. Le procès devient alors un acte de mémoire, un acte de résistance même. Une manière de refuser que ces attentats deviennent des chiffres ou des statistiques. Derrière chaque ligne du dossier, il y a une vie, un visage, une histoire. Le verdict, une page qui se tourne, pas un point final. Après 10 mois d'audience, la Cour condamne Salah Abdeslam à la peine la plus lourde du droit français. Pour certains, c'est une réponse. Pour d'autres, c'est simplement un passage nécessaire. Personne ne parle de victoire. Car dans une affaire comme celle-ci, il n'y a pas de victoire. Il n'y a que des cicatrices qui mettent du temps à guérir. Aujourd'hui, presque 10 ans après les faits, une question demeure. Sommes-nous mieux préparés ? Les bases de données européennes ont été renforcées. Les services coopèrent davantage. Les retours de zones de guerre sont mieux surveillés. Les signaux faibles sont mieux étudiés.
Mais aucune structure, aucun système, aucune institution ne peut abolir totalement le risque. C'est pourquoi l'histoire du 13 novembre ne doit jamais devenir un simple souvenir. C'est une page sombre, oui, mais c'est aussi une leçon, une prise de conscience, une responsabilité collective, celle de rester vigilant, unis, solidaires, dignes. Car ce que les terroristes ont tenté d'attaquer ce soir-là, ce n'était pas seulement des lieux, des salles, des terrasses, un stade. C'était la vie, c'était la France. C'était un pays libre, divers, ouvert, qui refuse la peur et la haine. Et si cette tragédie doit nous laisser quelque chose, c'est la force de continuer à avancer, à protéger, à prévenir, à comprendre, mais jamais à céder. Et avant de se quitter, si vous voulez comprendre comment la violence peut aussi naître au cœur même de notre territoire, comment un gang a plongé des familles françaises dans l'enfer, comment un réseau criminel a réussi à imposer sa loi dans nos villes, alors je vous invite à regarder ma vidéo sur la DZ Mafia, une enquête complète sur un autre épisode qui a profondément marqué la France. Le lien est juste ici. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais les victimes du 13 novembre.